Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Les familles des victimes espéraient cette enquête. C'est officiel, la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur le Burundi, sur de possibles crimes contre l'humanité, meurtres, empoisonnement, torture. L'enquête vise directement le régime du président Pierre Nkurunziza, une victoire selon le collectif des avocats des partis civils. Dans la deuxième partie de cette émission, gros plan sur l'économie sud-africaine, toujours à bout de souffle. Le ministre des Finances annonce une réduction des recettes fiscales, des recettes en baisse de plus de 3 milliards de dollars. Et dans notre Zoom culture et société, la problématique liée à l'accès à l'eau potable. Près d'un Africain sur deux n'y a pas accès. Comment l'Afrique peut relever le défi de l'accès à l'eau potable, à l'eau saine? C'est l'une des interrogations de ce soir et c'est à suivre dans la dernière partie donc, de cette émission. Et pour m'accompagner, sont présents sur ce plateau Karine Orio, vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Gracien Rukindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Malgré son retrait de la Cour pénale internationale, le Burundi n'échappera donc pas à l'enquête de la juridiction internationale. La procureure Fatou Bensouda a en effet autorisé l'ouverture d'une enquête sur la situation de ce pays en crise depuis plus de 2 ans maintenant. L'enquête porte sur des crimes contre l'humanité commis durant la période qui coïncide avec le début de la crise à la date de sortie effective du Burundi du traité de Rome. Ashley Duprat. La Cour pénale internationale a créé la surprise ce jeudi 9 novembre 2017 en rendant officielle l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité présumés au Burundi. Gardée jusqu'alors secrète, l'autorisation d'ouverture de cette enquête avait été décidée la veille du retrait effectif du Burundi le 26 octobre 2017. À la décision rendue par la Chambre préliminaire, mon enquête peut porter sur les crimes présumés commis sur le territoire burundais ou sur ceux commis hors du Burundi par des ressortissants de ce pays. Quant au cadre temporel, l'enquête se concentrera sur les crimes prétendument commis entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017, mais pourra également s'étendre aux crimes connexes perpétrés pendant une autre période ou à ceux qui ont continué d'être commis. Cette annonce est un coup dur pour les autorités de Bujumbura qui ont immédiatement dénoncé la décision de la CPI, le porte-parole de la présidence accusant l'institution d'être corrompue. Pour le FNL, parti à l'origine de la plainte déposée à la Cour pénale internationale, l'heure est à la réjouissance. Nous avons appris l'information avec satisfaction, je dirais même double satisfaction. La CPI va se pencher sur les crimes commis au Burundi en avril 2015. On sait que le pouvoir en soi a massacré les manifestants, massacré les opposants. Donc ça, c'est d'abord une première satisfaction. Nous espérons que la justice sera rendue aux victimes. La deuxième satisfaction vient du fait que le procureur général de la CPI peut ouvrir aussi sur les cas qui ont été commis avant la date du 25 avril 2015. Là, on se souvient que les FNL ont été assassinés par voie. On se souvient de ces militants FNL qui ont été arrêtés par la police et par l'armée, seulement parce qu'ils sont accusés d'être membres du parti FNL. Bien que retiré de sa juridiction, le Burundi est légalement tenu de coopérer car l'enquête a été ouverte dans les temps. Rappelons que le pays traverse une crise politique depuis 2016, à la suite de l'annonce de la candidature du président actuel Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Alors au Burundi, ce sont plus de 2200 personnes qui auraient été tuées depuis le début de la crise. Gracien Rukindikiza, cette enquête, comment elle a été reçue, l'ouverture de cette enquête par la CPI, comment elle a été reçue par les familles des victimes? Est-ce qu'il s'agit là d'un soulagement pour elles, une victoire peut-être? Oui, bien sûr, c'est un soulagement parce que personne ne s'y attendait. À un certain moment, disons, dès le 27, les gens étaient découragés, personne n'y croyait. Il y avait certaines informations qui disaient que il y aurait une enquête, une ouverture, mais que ça serait caché. Mais c'est une information qui n'a pas été prise en compte, ni pour ceux qui sont concernés par l'enquête, ni même pour les familles. Et cette fois-ci, vraiment, c'est une bonne chose parce que la violence continue au Burundi et le pouvoir, il fallait quelque chose, au moins la justice internationale, qui se met en place, qui démarre son travail pour que, au moins, on espère arrêter la machine.
C'était des familles qui étaient véritablement en attente d'une décision comme celle-ci. En fait, ce n'est pas seulement les familles. Il y a les familles. Il faut se dire qu'au Burundi, la violence a concerné certaines familles, beaucoup de gens, et la violence continue. Donc, il y a ceux qui ont déjà connu la violence au niveau de leur famille. Il y a d'autres aussi qui ont peur que cette violence continue pour leur famille. Il y a des tueries, il y a des viols de femmes, il y a pratiquement un système incontrôlé. Les miliciens Imbonerakure ont le droit de faire tout, voler, piller, tuer, sans être inquiétés. Même la police ou l'armée a peur de cette milice. Karine Orio. Alors moi, effectivement, c'est une décision qu'on salue, c'est un soulagement pour les familles, mais ce que je crains, c'est que quelles sont les conséquences désormais, quelles sont les sanctions qui vont peser sur le système et toutes ces personnes qui ont commis ces atrocités. C'est la question qu'on est en droit de se poser quand on sait qu'effectivement, les responsables politiques ne se déplacent pratiquement pas hors du pays, parce que si jamais ils sont condamnés, ce sera des arrêts, des mandats internationaux. Ceux-ci ne se déplacent pas. Donc je crains malheureusement que cette bonne nouvelle ne retombe comme un soufflet. Alors justement, avril 2015, octobre 2017, l'enquête s'ouvre en tout cas plus de 2 ans après ces soupçons de crimes contre l'humanité. Est-ce que la CPI se dirige vers une enquête qui va être assez difficile compte tenu des difficultés à aller enquêter sur le territoire burundais? Alors déjà, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que le porte-parole de la présidence et puis toutes les personnes qui sont proches du pouvoir s'expriment en disant qu'ils ont commencé à faire ce qu'on appelle à dénoncer un bashing envers le Burundi. C'est-à-dire que pour eux, ils ont en tout cas des éléments de langage, de défense en disant que c'est absolument faux, qu'il y a eu déjà un espèce de quiproquo parce qu'au début, on a déclaré que l'enquête devait être ouverte à partir du 25 octobre alors que c'est faux, alors que c'était le 27 octobre. Donc ça, ils essayent de semer une espèce de, si vous voulez, de confusion. Je ne suis pas sûre que ce soit si facile que cela d'établir ces crimes, en tout cas pour les enquêtes qui devront être menées à l'intérieur du pays. Gratien, comment la CPI va pouvoir étayer ces accusations? Justement, pour rebondir sur ce que Karine vient de dire, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça, ces enquêtes, parce que les témoins de ces enquêtes, je dirais 80%, voire presque à 100%, ils sont à l'étranger. Les gens dans une famille, si on a tué quelqu'un, toutes les personnes qui sont au courant, qui étaient là, ont dû fuir le pays pour éviter d'être tués. Ce qui fait qu'on fait facilement les enquêtes à l'étranger. Donc ce sont des témoignages, ce sont des photos. Des gens même qui ont subi, il y a des gens qui ont été violés, des gens même qui ont été, disons, qui ont été blessés gravement, des gens qui ont été laissés pour morts avec des coups de machette ou autres, des balles, qui sont maintenant, notamment au Rwanda, très peu en Tanzanie, même pas. Et donc, il faut signaler qu'il y a aussi des gens, des miliciens Imbonerakure, et y compris des généraux de l'ancien système du CNDD-FDD qui étaient dans la brousse, des généraux qui étaient du parti du CNDD-FDD qui ont participé dans la conception du système avec Nkurunziza, aujourd'hui qui ont fui le pays, qui sont soit en Ouganda, soit au Rwanda, soit en Tanzanie. Donc il y a même des gens qui ont commis des crimes depuis 2015, qui ont quitté le Burundi. Justement, on a parlé ils ont retardé parce qu'il fallait protéger certains témoins, des témoins qui sont des témoins clés, qui ont même participé, qui ont reçu des ordres. Ce qui fait qu'au Burundi, en soi, s'il faut faire des enquêtes, c'est juste pour chercher. Il y a des endroits où on a enterré des cadavres, il y a des endroits. Il y a toujours un système pour s'arranger parce que les enquêtes, même quand c'est interdit au Burundi, on peut les faire via d'autres gens. Et bien sûr, mais pour aller toujours dans le même sens, il est vrai d'ailleurs qu'il y a un rapport de l'ONU qui a dénoncé ces crimes, ces atrocités. Et puis par ailleurs, il y a des ONG qui sont là de défense des droits de l'homme, qui ont déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme. Donc effectivement, on a des preuves de toutes ces atrocités considérées comme des crimes contre l'humanité. Maintenant, ce que je crains, c'est que le pouvoir en place ne facilite malheureusement pas l'enquête. Alors le pouvoir en place, justement, se retirant du statut de Rome, donc officiellement le 27 octobre dernier, impossible de ne pas y voir une manière peut-être pour le régime de Bujumbura de se soustraire à cette enquête de la CPI. Le gouvernement burundais demeure quand même dans l'obligation là désormais de coopérer malgré son retrait de la Cour pénale internationale. Gratien. Alors il y a l'obligation de coopérer.
Mais on sait bien que le Burundi, disons le pouvoir de Nkurunziza va refuser la coopération. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Bien sûr, il y a des punitions qui sont prévues, ils ont signé l'accord de la Convention de Rome. Donc, il y aura des sanctions, il y aura une sorte de punition. Alors, il reviendra à l'ONU. Je ne sais pas si c'est l'ONU. Si c'est l'ONU au niveau du Conseil de sécurité qui doit voter à la majorité des 5 qui ont le droit de veto, la mesure ne va pas passer. Mais par contre, s'il y a des pays, des puissances qui s'imposent, parce qu'on sait bien qu'il y a des initiatives qui se passent ailleurs, des puissances, l'Amérique, les États-Unis par exemple, et la France qui s'imposent en disant il doit y avoir des enquêtes, s'il n'y a pas des enquêtes, il peut y avoir d'autres mesures de rétorsion. Je pense que ces pays peuvent faire pression sur un pays qui a la clé vraiment de la solution burundaise, c'est la Tanzanie. La Tanzanie peut pousser Nkurunziza à trouver une solution sur la question burundaise. La Tanzanie est même capable de pousser Nkurunziza à partir. Mais la Tanzanie, aujourd'hui, on espérait bien que le président Magufuli change les choses au Burundi. Les Tanzaniens espéraient qu'il change même en Tanzanie. Ce qui se passe, c'est vers la dictature que le pouvoir Magufuli achemine ça à son pays. Karine Orio. Oui, par ailleurs, on a déjà 2 précédents. On a eu le cas de la Libye et du Darfour, où effectivement, il y avait eu des similitudes. Mais effectivement, on peut compter, on espère compter, en tout cas, pourquoi pas, on peut avoir l'illusion que le président tanzanien intervienne pour faire changer les choses et surtout penser à ces familles qui souffrent et qui continuent de mourir, en tout cas au Burundi. Ça reste quand même un coup dur pour le régime burundais qui pensait peut-être en avoir fini avec la CPI. Alors, un coup dur, oui et non, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore complètement inquiétés. Je veux dire, on n'est qu'au début d'un long processus. Attendons de voir déjà que des sanctions tombent et qu'effectivement, le but final, ce serait que le président parte. Je pense que là, ce serait un vrai coup dur. Il y a un problème, justement, parce qu'en fait, quand il s'agit de ces enquêtes, la CPI ne donne pas les noms des personnes qui sont concernées. Et parmi ces gens-là, il y a beaucoup qui se déplacent, parmi ces généraux, d'autres qui se déplacent au niveau de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya. C'est Nkurunziza lui seul qui ne se déplace pas, mais les autres se déplacent. Donc il peut y avoir des gens qui peuvent être arrêtés sans savoir s'ils étaient vraiment sur la liste. Alors, vous vouliez peut-être rajouter un mot ? Justement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, on n'arrive pas à trouver, quand il y a des problèmes sur le continent africain, que l'Union africaine soit complètement effacée de tout ce qui se passe et que ce soit effectivement la justice internationale ou alors la communauté occidentale qui vienne à chaque fois essayer de jouer le gendarme et en même temps le pompier. Je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Encore une fois de plus, je trouve ça vraiment lamentable que l'Union africaine ne s'impose pas dans ce type de conflit et réussissent à apporter en tout cas un climat de paix. Alors, depuis plus d'1 an, la CPI avait quand même le Burundi dans ses dossiers. Pourquoi avoir mis autant de temps à ouvrir cette enquête de manière officielle? Alors, une enquête préliminaire avait été ouverte par la procureure, mais pas... Il y avait déjà une enquête préliminaire, parce que quand on ouvre l'enquête préliminaire, c'est à ce moment-là qu'on démarre les enquêtes. Et les enquêtes au Burundi, disons que ce n'était pas très facile, surtout que il y avait un problème d'accès à l'information, d'accès aux gens. Mais comme il y a beaucoup de gens qui fuyaient vers l'étranger et que, en fait, la CPI a bénéficié surtout du travail des ONG burundaises, des Burundais qui ont travaillé, de la société civile, qui ont récolté presque toutes les informations. Il y a même un avocat que je ne vais pas citer ici, belge, qui a beaucoup participé, qui a rencontré des témoins, qui a rencontré même des gens, des bourreaux, et ils ont réuni assez d'informations pour les donner à la CPI, ce qui fait qu'à un certain moment, la CPI a dû avancer avec ces éléments. Sinon, je pense que la CPI aussi a un rythme assez lent par rapport à l'attente des gens. Alors, est-ce que quand même le retrait du Burundi de la CPI, un geste de défiance, véritablement, est-ce que c'est ça qui a un petit peu précipité aussi cette prise de décision, cette ouverture de l'enquête? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça faisait un bon moment que la procureure avait déposé auprès de la Cour une demande d'enquête sur le Burundi, et c'est la Cour en fait qui n'avait pas rendu la décision assez rapidement, et comme la Cour avait déjà le dossier, il fallait décider s'il fallait dire oui, il fallait dire oui bien sûr avant, il va de soi qu'il y avait une certaine pression pour la Cour, d'autant plus qu'elle avait déjà eu pendant un bon moment, quelques mois, le dossier, donc je pense que c'était normal que la Cour se prononce bien avant la sortie effective du Burundi.
Le gouvernement burundais dénonce cette enquête. Willy Nyamitwe, le responsable de la communication de la présidence burundaise, parle d'une CPI corrompue sur son compte Twitter. Il parle de tricherie et que son pays sortira vainqueur de cette bataille niveau défense. Quelle lecture on peut faire de ces déclarations, compte tenu quand même de la gravité des accusations qui sont portées à l'encontre du régime burundais? Classique, une défense plus ou moins classique. On fait sortir tous les communicants, tous les meilleurs communicants qui existent pour défendre effectivement un régime qui, malheureusement, là, il y a toutes les preuves. Un crime contre l'humanité, c'est quand même des chiffres. C'est pas du tout des mots qui sont avancés. C'est quand même pénalement, c'est des sanctions. Donc, il y a beaucoup de trolls. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y en a plein d'autres qui sont proches du pouvoir, qui agitent des tweets, qui n'arrêtent pas de faire une communication pour dire se défendre. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que là, la CPI est déjà pointée du doigt par d'autres États africains. Il y a plein de pays africains qui estimaient qu'ils étaient maltraités, entre guillemets, par la CPI. Et donc, c'est ces arguments-là qu'ils annoncent aujourd'hui. Mais bon, c'est pas vraiment des arguments, ce sont des arguments de com. Là, on est clairement face à des violences. Il n'y a pas d'autres preuves quand il y a des morts. Je pense que là, il n'y a plus rien à dire. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.